Mika, bienvenue à tous sur le podcast le plus street du game, le Miken AB Show, votre hebdomadaire préféré, l'hebdomadaire du peuple, le podcast du peuple. Comment il va, mon cher Mika? Bah écoute, j'ai envie de te dire comment ne pas aller bien après la soirée encore qu'on a vécu hier. Et je voulais particulièrement, en tout cas, pour tous ceux qui nous ont dit bonjour et qui nous ont reconnus et qui suivent le AB Show, franchement, vous avez été assez nombreux, je trouve. C'est vrai. Ça m'a fait un peu chaud au cœur. En vrai, ça fait plaisir de voir qu'on a une bonne communauté quand même. Ouais, Quand on c'est vous vrai, hein. rencontre, ça fait plaisir. Effectivement, donc merci à tous ceux qui nous soutiennent et qui n'hésitent pas à nous saluer lorsqu'on se croise. Mais n'oubliez pas quand même de vous abonner et de commenter, parce que ça, je pense que c'est un peu la majorité silencieuse, comme dirait Fernand. Ça doit être Bah, ça. écoute, en tout cas, on a passé un excellent samedi soir. UFC Paris. On va revenir sur la carte, hein. On va revenir sur la carte et je pense que l'émission elle va être dédiée à ça. Un petit rappel, on s'abonne, on partage, on commente, on clique. Si on n'aime pas, ben, on met le pouce vers le bas. Si on aime, on met le pouce vers le haut. Mika, UFC Paris, on va revenir sur la carte. Je te propose de faire un combat et moi je viendrai sur un combat parce que je ne pense pas. Enfin, moi je suis un petit peu énervé contre Zarafer, donc je ne veux pas revenir je ne veux pas revenir sur ce combat. Non, blague à part, en fait, j'étais un petit peu déçu parce que là, c'était sa première à l'UFC Paris, sa première enfance. Donc, elle avait vraiment l'occasion de se rattraper de ses trois défaites. OK? Et en fait, là, il y avait l'engouement du public. Le public a essayé de la transporter et malgré ça, ça ne l'a pas fait, tu vois. Après, la défaite, je peux pas lui en vouloir, on ne peut pas lui en vouloir, mais c'était vraiment sur la performance que j'ai été déçu parce que sur son avant-dernier combat, elle avait quand même proposé beaucoup mieux, tu vois. Il y avait vraiment de l'engagement, une volonté de finir le combat. Après, voilà, je peux pas blâmer non plus, hein, parce que parfois, hein, quand on est combattant, bah, parfois on se réveille et que c'est pas le bon jour, on n'est pas dans le combat, voilà, ça arrive. Mais malgré que le public a fait en sorte de la transporter, bah, ça a donné une mauvaise performance, malheureusement. Et je pense, c'est même sûr que ça va être son dernier combat parce que là, ça lui fait 0-4 à l'UFC. Donc, voilà, Ouais, Mika. je crois que comme tu l'as dit, AB, hein, fin du game pour elle. Je pense que l'UFC, c'était tout simplement trop dur pour Zara, pour son niveau. Après, voilà, elle a signé à l'UFC, s'est mesurée à des filles qui étaient, comme je le dis, meilleures qu'elle. Elle n'a pas eu des cadeaux en début à l'UFC, mais au-delà de ça, on voit bien que même face à Jacqueline Calvin-Canty, elle n'était pas au rendez-vous, quoi. Donc, voilà, je pense il faut vraiment plus qu'elle se remette en question, qu'elle sache vraiment si elle veut perdurer ou pas dans le MMA, parce que je suis même pas sûr qu'il y ait pour elle, une suite après l'UFC, parce que la catégorie dans laquelle elle évolue, c'est des catégories lourdes chez les filles. Et en fait, tu Ouais. as peu d'organisations mineures qui font des combats dans cette catégorie-là. Et du coup, ça va être compliqué pour elle de continuer à évoluer. Maintenant, c'est sa décision et même sur sa communication, de toute manière, c'est hyper étrange la communication qu'elle a mis en place. Bon, après, ça lui appartient, elle doit avoir ses raisons, mais ouais, beaucoup trop de déchets dans ce qu'elle a proposé. Ouais, après, c'est vrai qu'elle est plutôt jeune, Mika, elle a quand même 39 ans, donc je pense que ça peut être un peu compliqué de se renouveler parfois à cet âge-là, que ce soit au niveau du style, même au niveau de la carrière. Donc, en tout cas, on lui souhaite une bonne suite, Mika. Le combat d'après, c'était dans la catégorie des bantamweight Farid Basharat contre Clayton Rodriguez, un invaincu contre un Brésilien. J'ai apprécié. Belle performance de Farid qui finit sur un bras-tête assez intelligent, des belles transitions et il se précipitait pas. Franchement, j'ai apprécié le travail de passage de garde et la manière, à un moment donné, tu sais, il lui prend une single leg et tu sais, au lieu de. Il s'est pas précipité, il a cherché à le décoller de la cage et sur le coup, j'ai pas fait vraiment fait attention et en fait, c'était pour éviter que son adversaire aille travailler contre la cage et se relever. Donc en fait, il a cherché à le tirer et le mettre au milieu de l'octogone pour qu'il ait qu'il ait moins de chances de défendre. Donc c'était assez intelligent de sa part. Et il finit sur un beau bras-tête. Voilà, belle performance.
Ouais, bonne performance. Après, je m'attarde pas plus que ça sur ce combat. J'ai envie de passer à la On suite. passe à la suite, on passe au French Chimica. Nora Cornell, la première française de la carte à avoir. Ah non, excuse-moi, non, c'est la deuxième française de la carte à avoir combattu. C'est Zara Fern qui a ouvert le bal contre Jocelyne Edward qui avait déjà de l'expérience. C'était une grosse guerre. Je vais te laisser la parole, Mika, pour ce combat. Ouais, bah écoute, en tout cas, c'est la troisième française qui signe à l'UFC. Alors, j'avais un peu de mal à savoir hein, où est-ce que Nora s'entraînait. Donc, je me suis dit peut-être que ça sera Mathieu Nicourt qui sera dans son coin. Ouais. Peut-être que ce sera. Donc, je savais pas trop en vrai qui serait dans son coin et ce que je voulais dire, qui était sa team, puisqu'on a eu du mal aussi un peu à suivre ça. On a vu qu'elle est partie en Angleterre En fait, faire son camp ouais, d'entraînement. quand je l'ai eu en interview la dernière fois, elle m'a fait comprendre qu'en gros, c'était une team qu'elle avait concoctée autour d'elle, tu vois. Ouais, ouais, elle a vraiment construit une team et voilà, elle a pas de head coach MMA. On l'a vu de toute manière dans le auto. Enfin, j'ai pas reconnu une tête de prof de MMA que je connaissais en tout cas dans son coin. J'ai pas reconnu une team. J'ai pas. Bon, donc je pense qu'elle s'est construit un écosystème autour d'elle et elle est partie chercher des sparring tout au long de sa préparation. Elle a fait le travail qu'il faut. Voilà, je trouve que les juges ont été un peu sévères avec son adversaire parce que ils lui ont mis trois. Enfin, il y a deux juges qui ont mis trois rounds à zéro et un qui ont mis deux rounds à un pour Nora. Donc pour moi, c'est une décision unanime. Mais c'est vrai que j'étais plus d'avis à ce que ce soit deux rounds à un. Le deuxième round, j'aurais tendance à le donner à. Je sais plus si c'est le deuxième ou le Moi, troisième que j'aurais c'est le tendance à le troisième donner round à que Edwards. je peux donner à son adversaire. Après, les deux premiers rounds, Oui, je suis c'est d'accord. ça. Les deux premiers rounds pour Nora, voilà. Et le troisième round, c'est vrai que son adversaire, je trouve franchement, limite, elle a failli la finir quand même. Et si ça se retourne, c'est parce qu'elle a été agressive sur le grappling, etc. Et j'ai trouvé, en tout cas, que le troisième round, on pouvait le donner à Edwards. Par contre, Nora m'a surpris. Je trouve qu'elle a vraiment évolué. Je trouve que comment dirais-je, ses skills au sol étaient meilleurs. On l'a vu, elle a retourné son adversaire. Debout, ça frappe fort. Et ouais, franchement, j'ai envie de la voir par la suite Ouais. parce qu'encore une fois, elle avait une adversaire qui avait de l'expérience à l'UFC et qui était pas facile, hein. Ouais, Edward, c'est quelqu'un qui était assez lourde, comme je le dis, qui était sur une série de trois victoires à l'UFC, c'est pas rien. bien Franchement, sûr. c'est pas rien. Elle avait déjà fait sept combats à l'UFC. Enfin, c'était son septième combat à l'UFC. Donc non, franchement, elle a fait le taf, Nora, et maintenant on a hâte de la revoir. Il y a des axes de progression, mais en plus, vu qu'elle a on va dire l'expérience maintenant de ce que c'est un gros event, un gros plateau, et elle a commencé à faire une préparation, ça pourra aller que mieux pour les prochaines étapes. Et félicitations à elle et félicitations à la BTT parce que pour le coup, c'était un vrai pari de la matcher contre Jocelyn Edwards. Effectivement, hâte de la revoir pour la suite et félicitations à elle. Mika, le combat qui suivait, c'était en welterweight Ange Lossa, le francophone contre Reis Maki. Et pour l'historique, Reis Maki, en fait, il était déjà à l'UFC, on en parlait hier. Il a été cuté, il est retourné au Cage Warriors. Et bah là, il était de retour à l'UFC. Donc ça lui fait 0-3 malheureusement. Mais franchement, il n'a pas démérité. C'était un combat bien engagé. J'ai vraiment apprécié le style de Ange Lossa parce que bah, franchement, il lui rendait au moins deux têtes, Riz Maki. Il était vraiment beaucoup plus grand que lui, donc ça restait un petit peu dangereux de trop striker. Et la manière dont il est rentré sur les combinaisons et tout. Après, tu as vu qu'il y avait une baisse de régime parce qu'il a vraiment passé la première vitesse dans le premier round. Et après, au fil des minutes, il avait une petite baisse de régime, mais c'est normal parce que le fait d'avoir un adversaire plus grand, il était obligé de casser la distance, d'être dynamique et tout, d'être rapide. Et à la fin du troisième round, enfin, à quelques secondes du combat, de la fin du combat, on a eu quand même une petite frayeur. Je pense que quelques secondes de plus et Maki pouvait le finir. Ouais, je pense que en fait, il a beaucoup donné sur les deux premiers rounds et effectivement au troisième round, il s'est fait surprendre par son peut-être pas le cardio. Maki, on a vu, enfin ouais c'est ça, Maki, l'Irlandais, on a vu qu'il avait encore des ressources. Il était grand, il touchait, même sur son uppercut, il touchait. Maintenant, là où j'ai trouvé que Angelza était fort, c'est vrai qu'il nous a fait un peu une Gastelum. Tu sais, il avait avancé, il a baissé la tête et après, il a toujours ce bras arrière en ligne que je trouve très fort, qui transperce un peu ses adversaires. On a vu aussi qu'il a amené le combat facilement au sol. Il a même passé la garde à un moment donné. Et
en fait, lui aussi, il aurait pu prendre à un moment donné plus de facilité dans ce combat et essayer de garder le combat au sol, mais il est vraiment cherché à finir et à frapper en ground and pound. Et d'ailleurs, Maki, franchement, il était à deux doigts de se faire arrêter par l'arbitre au deuxième round. Donc, non, non, j'ai trouvé que c'était un beau combat et ouais, victoire amplement méritée pour Louza, mais qui est effectivement au troisième round, pas passé loin de la correction. Ouais, en plus de belles transitions, hier, tu l'as souligné, tu me rappelais qu'il s'entraînait pas mal avec Gilbert Burns. Et c'est vrai que lorsqu'il avait fait son combat au Dana White Contender Series, malheureusement, il avait échoué à ce moment-là. Il y avait Gilbert Burns dans son coin. Et honnêtement, là, les transitions que j'ai pu voir moi hier, que ce soit sur les double legs en rotation, la manière de passer la garde, c'était, tu voyais que voilà, qu'il y avait un gros travail derrière. Il s'entraîne chez Henry Hooft, lui, c'est ça. Ouais, exactement. Je crois que c'est Donc, à Stanford. Sanford MMA. Et ça a changé, je Ouais. crois que maintenant, c'est le nom, il a changé, le nom de la team. Ah Je ouais, crois. mais Ouais, je sais plus. non, mais en tout cas, tu le vois qu'il a progressé et je trouve qu'il utilise de mieux en mieux son bras droit en ligne. Après, effectivement, au gré comment dirais des rounds, c'est vrai que sa puissance se faisait un peu moins ressentir et il s'est même mis en danger, comme tu l'as dit, mais franchement, combat bien mené de sa part. C'est ça. Juste derrière, Mickey, on avait Monsieur Taylor Lapillus qui faisait son grand retour, qui a fait un walkout sur la musique, la fameuse entrée de John Jones, I'm coming out. Non, I'm coming home, je sais plus. Bref. En tout cas, c'était pas I'm mal de le coming revoir. on. C'est ça. Elle est bien la musique. Et en tout cas, ouais, vraiment, ça m'a fait plaisir de pouvoir le revoir dans l'octogone dans l'octogone. Un combat quand même assez dur, hein. Pour rappel, il a pris l'adversaire initial de Yanis Guémouri, et donc voilà, pour ce qu'on avait expliqué dans l'épisode précédent, Koalan Lugran, qui était ancien champion de Patamouet du Cage Warriors. Vraiment, c'était un combat assez engagé. Beaucoup de lutte de la part de son adversaire. Ça, je pense que ça a un petit peu freiné Taylor sur sa boxe, parce que dans le deuxième et le troisième round, il a vraiment mis l'accent. C'est un petit peu boxé quand même dans le premier round. Et j'ai l'impression qu'il y a eu une baisse de régime de la part de Taylor dans le premier, enfin à la fin du premier round, tu vois qu'il était un petit peu fatigué. Après, on peut lui excuser. Ça fait quand même plus d'un an qu'il n'a pas combattu. Retour à l'UFC Paris, devant son public, ça doit mettre quand même beaucoup de pression parce que tu sais qu'à ce moment-là, t'as pas trop le droit à l'erreur, quoi. Ouais, grosse pression, l'adversaire pas facile, ça change à la dernière minute. Franchement, il a pas changé au change pour le coup. Il a même perdu au change. Compliqué l'adversaire qu'ils lui ont proposé, très physique, très costaud, très compact. Et au final, gros mental, hein. Il a pas eu peur, hein, l'Irlandais, il s'est pas défilé et je pense même que ça l'a galvanisé. Tu sais, le Tu fait de faire penses? des bras d'honneur au public et tout, je pense que vraiment il s'est mis dans un rôle pour que ça le galvanise. Et tu sais, il a été durement touché, hein, même à la fin du premier round. Il se fait toucher sur un contre, mais le mec il bronche pas, il avance et il a fait le travail. Maintenant, là où Taylor il a été bon, c'est que encore une fois, il y en a beaucoup qui m'ont dit ce que je pensais de la victoire, mais pour moi la victoire elle est nette de Taylor. Peut-être pas les trois rounds. C'est vrai que le deuxième round, j'ai le sentiment que peut-être l'Irlandais prend le deuxième round. Voilà. Je sais que les arbitres UFC ont scoré 29, 28, 29, 28, 29, 28, mais je peux pas vous dire quel round ils ont donné à l'Irlandais, mais pour moi, c'est le deuxième. Je sais aussi que sur Tapology, sur vous savez, sur le scoring en direct, ils ont mis 30-27 pour Taylor, c'est-à-dire qu'ils lui Ok. donnaient les trois rounds. Donc voilà, c'est tout ça pour dire que pour moi, c'est une victoire nette et large de Taylor, surtout avec les nouvelles règles UFC, on le rappelle. Ce qui compte, c'est les dommages. Et au premier et troisième round, il a fait plus de dommages. Maintenant, effectivement, l'Irlandais, sur les phases de contrôle, il est venu coller Taylor, il est venu pourrir le combat, mais il n'a pas créé de dommages. Et surtout, il n'a pas réussi à stabiliser ses amenés au sol, etc. Il n'y a pas eu un grappling, comme on peut dire, effectif, dans le sens où il passe la garde, où il tente des soumissions, etc. Il n'y a pas eu un grand and pound. Donc, bah, pour moi, content en tout cas pour Taylor parce que c'était un combat qui était assez piège, je trouve, qui était piégeux. L'Irlandais qui était bon et Taylor en tout cas qui est sur le toit de l'Europe. Vraiment, je le dis, en tout cas dans les organisations, là, il a montré que clairement c'était le meilleur de tous les gars qui se trouvent dans les organisations mineures. Et je pense que Taylor, on le reverra dans les top 15 d'ici un an de la KT et c'est tout ce que je lui souhaite. Effectivement, en tout cas, très beau retour de sa part. Juste après, on avait Morgan Charrière qui faisait son premier combat. D'ailleurs, son adversaire aussi, Manolo Zecchini. Et c'est marrant parce que, en fait, Morgan, un peu plus tôt sur la Fight Week, il y avait une vidéo d'RMC où son adversaire demandait au public français de le huer parce que ça le galvanisait.
Derrière, Morgan, il a dit non, justement, lui lui pas, faites un silence. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. On m'a même témoigné que apparemment ça avait commencé. Mika, je t'ai perdu. Ah, je suis là pourtant. Ok. Bah, c'est Tu ton me vois image plus? que. Ouais, c'est ton image que j'ai perdue. Bon, casse tes couilles. Désolé. Donc, les aléas du Les Michael. aléas du direct. Donc, je disais, et puis finalement, voilà. En tout cas, Morgan, il fait l'une des meilleures entrées. Enfin, là, on peut pas faire mieux en termes de premier combat à l'UFC. Surtout avec son historique, tous les embûches qu'il a eu dans sa carrière, on peut pas faire mieux. Mettre KO son adversaire, prendre en plus le bonus de performance. Honnêtement, on peut pas faire mieux pour un premier combat à l'UFC et en plus à l'UFC Paris. C'est très, très fort. Franchement, je l'avais dit hein, que je pensais que Morgan Charrière et l'Italien, il y avait une classe de niveau. Mais après, vous y trompez pas. Hein. Quand vous voyez que l'Italien, il a gagné Abu Tunkara, je le disais, hein, Abu Tunkara, c'est quand même, c'est ce qui se fait de presque mieux à Dans sa l'octofight, catégorie, ouais. à l'octogone, on l'a vu. Hein. Face à Bushinger, si je vous invite à aller voir le combat, et vous allez voir le niveau de Tunkara. Donc l'Italien, c'était pas non plus comment dire, Un un cadeau à pêcheur, faire hein, les valoir, gars. quoi. Ouais, il était clairement en dessous pour moi du niveau de Morgan Charrière, mais attention, le gars, quand même, il avait battu des gars assez solides. Maintenant, ce que Morgan lui a fait, ben, franchement, ça m'a fait penser au KO de Salah au KSW, tu vois, c'était badass, entre guillemets, de venir chercher le foie. À un moment donné, il lui met un kick à la volée, le mec, il a le dos tourné, il vient lui rechercher le foie avec une sorte de reprise de volée. Franchement, là, c'était, Ouais. il mérite amplement ses 50 000. Ok, il n'a pas eu l'opposition la plus dure, mais ma parole que ce gars-là, l'Italien, vous le donnez à plein de gars des 66 kilos, il se fait pas finir de la même Comme manière. qui, par exemple? Ah, Donc, je plaisante. non, mais façon de Égal. parler, je Ah, vois peu en tout cas de 66 kilos qui seraient venus avec autant d'agressivité. On voyait qu'il y avait une volonté d'en découdre. Et même en conférence de presse, hein, de toute manière, on voyait que Morgan était un peu remonté. Pour ceux qui ont vu le reportage sur Brut, vous avez pu le voir, et il était un peu remonté contre pas le public français, je vais pas dire ça, mais en tout cas, il a bah, il pris avait une conscience. petite revanche à prendre quand même. Ouais, mais Taylor aussi, il le dit. Et Taylor, je trouve, il a une bonne philosophie de vie. Tu vois, il dit, ouais, en gros, le lundi, les gens vous aiment. Le mardi, ils vous détestent. Après, il dit, on est lundi, bah, profitons-en. Tu vois, il a pas tort, ça sert à rien de spéculer sur l'avenir. Et maintenant, quand il y a des performances comme ça, le public, forcément, il sera heureux. Et il faut juste profiter de ça. Ouais, c'est Maintenant, ça. faut pas remettre son bonheur au public. On le sait très bien que pas tous, mais une grosse partie est très, très versatile Mm. au gré des décisions et de ce qui peut arriver, bah, effectivement, les gens peuvent être méchants parfois sur les réseaux. Et d'ailleurs, mais en parlant du reportage brut, je vous invite vraiment à aller les voir. C'est vraiment une histoire inspirante. Morgan, là, ce qu'il a fait là jusqu'à présent, avec les suivis et tout qu'il y a eu depuis sa jeunesse et tout, c'est vraiment inspirant. On avait ensuite le premier combat francophone de l'UFC, la première opposition française, William Gomis face à Yanis Guémouri, dans la catégorie des bantamweight. Avant de revenir sur cette polémique qu'il y a eu par rapport à... D'ailleurs, c'était un combat franco-français et un arbitre français qui a arbitré Loïc Pora. Moi, je suis un peu déçu de la prestation un peu des deux, pour être honnête, parce que, bah, comme je l'ai dit, c'était le premier combat franco-français de l'UFC, donc je m'attendais vraiment à ce qu'il a plus de volonté ou plus de prise de risque de la part des deux, j'ai envie de dire. Après, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué en fait des deux côtés parce que tu as Yannick Guémouri qui fait son premier combat à l'UFC, donc forcément, tu veux pas le rater. Et tu as William Gomis qui est sur 2-0 et qui affronte un nouveau arrivant de l'UFC, donc forcément, lui aussi, il veut pas trop prendre de risques pour pas perdre parce que ça va un petit peu effacer tout ce qu'il a fait avant. Mais voilà, je m'attendais quand même un peu plus d'engagement. Après, c'est vrai qu'on a vu on a vu William légèrement devant sur les deux premiers rounds. Et Ouais, malheureusement, troisième round, on voit un kick qui arrive. Bon, je vais pas te demander ton avis, Mika, je vais même pas dire le mien aussi. On a vu plusieurs fois le ralenti. C'est vrai que c'est assez mitigé. C'est assez mitigé. Donc voilà, je vais pas m'attarder là-dessus. Je sais pas si tu as quelque chose toi à rajouter sur le combat. oui, bah, le combat, je trouve que pour le coup, pour moi, hein, et avec tout le respect que j'ai pour Luc Pora, et on sait que c'est difficile d'arbitrer, donc ça remet pas en question toute sa vie d'arbitre. Maintenant, pour moi, c'est une erreur. C'est une erreur d'interrompre le combat sur un coup, dans le sens où déjà, une part, Gomis mène le combat, mène le premier round, il mène le deuxième round, et sur le troisième round, comment dirais-je,
il y a rien qui fait dire que le combat bascule pour Guémori. On se retrouve en tout cas dans un combat qui est peut-être le troisième round était peut-être celui qui était le plus serré, mais clairement c'était toujours la même chose qui se passait. Il n'y avait aucune prise de risque de la part de Guémori, il n'y avait aucune prise de risque de la part de Gomis. Le combat ne s'emballait pas. Le coup pour moi, il est clairement, tu vois que la coquille elle est relevée, donc à partir du moment où le coup touche la coquille, bah forcément Donc pour toi, le combat il aurait dû continuer? bah, en tout cas, il y a coup dans les parties. Comment j'interprète la chose? Je pense que quand tu arbitre, tu vois, tu mets un coup dans les parties, parce que là, il y avait le coup dans les parties. Il y a coup dans les parties. Ensuite, souvent, tu sais, ils remettent l'image en vidéo. Tu vois au ralenti. Si l'arbitre, par exemple, là, à ce moment-là, il estime que, il y a un effet d'aubaine de la part de celui qui a reçu le coup dans les parties, eh ben, il fait reprendre le combat. Il dit, OK, allez-y, tu vois, il arrête la pause et il dit, allez-y. Mais arrêter le combat pour un coup dans le foie, alors que Guémouri, il s'est même pas touché le foie, il s'est pas plié. Non, il aurait dû dire dans ce cas-là, ou même dire avec insistance, reprends, mais plus fermement. Genre, en plus, ça parle français, donc il n'y a pas de problème de barrière de la langue. C'est vrai, De c'est dire quoi? compliqué, hein. Franchement, c'est Bah compliqué. non, bon, Non, mais ce que attends, je veux dire, quand non, un non, KO foie, t'as déjà vu un KO foie, non, mais AB? KO fois, tu tombes Ah, par terre. Un KO fois, tu tombes bah par terre. oui, Attends, parce que Mika, tu sais que l'an dernier, bah, à la même date, quand il y avait eu le main event entre Gann et tu vois ça, bah, il s'était passé, enfin, non, c'était pas la même configuration, mais Gann avait mis un Maguire, là, tu sais, un coup de pied karatéka en fait, juste au-dessus de la vessie. Et tu vois ça avait fait genre de se plaindre à l'arbitre. Après, à la fin, les deux, tu vois qu'ils rigolent, ils se check. Et tu vois ça, il lui fait comprendre, non, il a juste touché ma graisse, mon ventre, tu vois. Et c'est vrai que c'est pas que je veux pas mouiller, attention, hein, mais quand moi je regarde le ralenti, j'ai l'impression que ça touche juste au-dessus de la coquille, tu sais, vers la vessie. oui, mais c'est t'as raison. Il vient sur la vessie, mais ce que je veux dire, c'est que quoi qu'il arrive, le coup, tu vois, il remonte la coquille. Tu vois ce que je veux dire? Donc à partir de là, c'est archi difficile de dire si ça touche ou pas les parties ou pas. Parce que si ça bouge la coquille, ça bouge ce qu'il y a dans la coquille, frérot. Et après, à ce que je veux dire par là, c'est que moi, là où je trouve que c'est dommageable, en vrai, c'est même pour Gomis, hein. Parce que c'est lui qui est le plus, qui, pour moi, a le plus de, on va dire, le plus à perdre dans cette décision. Parce qu'il se dirigeait tout droit vers une décision unanime, tout droit, franchement. Ouais, mais là, ça lui fait un TKO, là, au compteur, hein. Non, mais t'es KO, mais il y a aussi le risque que ça soit transformé en no contest. Et Ça surtout, m'étonnerait, Mika, l'UFC, ça. bah, ça, je sais pas. Et c'est surtout la deuxième chose, c'est que dans la tête des gens, c'est pas, tu vois ce que je veux dire? Alors qu'on sait qu'il gagne à la décision, mais dans la tête des gens, ça fait une victoire qui est un peu Mitigé. Bah, après, ça, c'est mitigée. vraiment sur l'instant, Mika, les gens, ils vont oublier ça, hein. Ben oui, mais toi, tu parles du palmarès à long terme. Et là, en fait, il y a quand même aussi quelque chose à dire sur ce combat. C'est vrai qu'on attendait pour Gomis, et je pense que c'était le combat où il aurait pu s'exprimer de la meilleure des manières. Il l'a pas fait encore une fois. Et c'est vrai que je trouve à Gomis qu'il fait ce qu'il faut pour gagner les combats. On le voit, hein, et en plus, il les gagne facilement. Mais on veut, Mais en tant que spectateur, on veut un peu plus de risques. et ouais, à un moment donné, on voit Gemouri, à un moment donné, début du deuxième round, il vient et il essaye de mettre une pression d'entrée de jeu à Gomis. On voit Gomis, il accélère. Sur la pression, il répond en accélérant. Et franchement, quand tu vois qu'il répond et il accélère, on voit que Yanis, il est un peu perdu, franchement, sur les phases de striking. Et après, Gomis, il refait juste le nécessaire pour se situer au-dessus. Et en fait, c'est là que tu vois qu'il en a sous le pied et c'est là que tu vois qu'il peut faire beaucoup plus en réalité. Et je trouve que c'est dommage de pas proposer plus et de pas aller dans le dur. Vraiment, je trouve que c'est un peu dommage parce que il marque des victoires, mais il arrive pas, on monte pas dans le train. Tu vois, quand tu vois, on va y revenir, mais quand tu vois ce que Benoît Saint-Denis fait, tu te dis, attends, gros. Tu vois, et il y a gagné et gagné. Et à aucun moment, tu vois, il a une volonté d'aller chercher les 50 000 ou une volonté de marquer les esprits, tu vois. Il est vraiment dans cette logique Ouais. de juste gagner. Et c'est un peu dommage. Maintenant, il a le temps de se construire. Il est jeune à Bien l'UFC. sûr, bah, c'est valable pour les deux, hein, que ce soit pour Yanis et William. En tout cas, dites-nous ce que vous en pensez, si pour vous le coup, enfin la décision est juste ou si Loïc Foran n'avait pas arrêté ce combat. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Juste après, on avait le francophone, le Suisse Volkan Ozdemir contre Bogdan Guskov. Victoire de Volkan dans le premier round, moi sur étranglement arrière, et c'est marrant parce que, en tout cas, de mon souvenir, Volkan, j'ai vu tous ses combats. C'est la première fois que je le vois changer de niveau et aller chercher un double leg. Comme quoi, quand parfois on est un peu plus intelligent et qu'on travaille dans tous les compartiments du MMA, bah, parce que là, pour moi, ce combat-là, c'était vraiment un combat où le premier crochet qui passe au menton, c'est dodo. Et des fois, il y avait
des échanges entre les deux, tu voyais que fallait vraiment monter ou esquiver, hein. Monter les mains ou esquiver parce que pour moi, c'était vraiment le premier qui touche, qui fait dormir. Donc, Volkan a vraiment été intelligent d'avoir changé de niveau, d'avoir amené le combat au sol et assuré une victoire par étranglement. Ça change. Ça change et c'est surtout, comme tu l'as dit, ça change et on voit aussi une amélioration peut-être de ses compétences. Après, je me souviens plus, c'était lequel combat de Volkan et j'avais vu qu'il avait quand même une bonne défense de lutte et tout. Je crois que c'est son avant-dernier combat. Je vais te dire, c'est contre qui? Il avait affronté un gars qui était assez fort contre Paul Gregg. Et Oui, franchement, il avait après, bien des... Paul Greg, c'est pas la meilleure lutte de l'UFC, hein. C'est un. Non, mais au sol, en tout cas au sol, à chaque fois, il arrivait bien à s'extirper. Oui. Parce que Paul Gregg, dès qu'il te met la main dessus, c'est Ouais, il est casse-couille, hein, relou. franchement. Il est relou, Et, ouais. en tout cas, il a fait le taf et il a montré qu'il y avait une grosse différence entre lui et Gouskov. Et surtout, Gouskov, il n'est pas classé. Alors que lui, il est classé dans le ranking. Donc, Mais vraiment, pour le coup. c'est pas la première fois, parce qu'à l'époque où Jiri Prochazka il faisait ses débuts à l'UFC, bah, il l'avait mis directement contre Volkan. Ouais, Derrière, il ouais. gagne par Ah, KO Jiri, et après, c'est là où on voit qu'il a fait sa montée. bah, après, en vrai, c'est une catégorie aussi qui a besoin d'être renouvelée. Donc, c'est pour Ouais. ça que des fois, tu te trompes sur des match-ups un peu comme Oui, c'est ça. ça, c'est ça. C'est chose qui ne se passe pas trop chez les 70, mais en tout cas, ça arrive chez eux. Et derrière, Voilà. attends, excuse-moi. Ouais. Derrière, on avait Benoît Saint-Denis qui a mis le feu à la salle contre Thiago Moises. C'était le combat qui allait vraiment, on va dire, comment dire, le classer, on va dire, parmi les meilleurs, parmi les 15 meilleurs mondiaux. Et honnêtement, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, je vais quand même vérifier en direct là pour être sûr, mais lorsque Islam Makhachev il affronte Thiago Moises, c'est en main event déjà dans Fight Night, et il le finit, il me semble, au quatrième round. Il me semble qu'il le finit au quatrième round, donc ouais, c'est bien ça. Il étranglement arrière au quatrième round. Donc là, en fait, Benoît Saint-Denis, il vient et il fait mieux qu'Islam. Et je ne sais même pas quoi dire parce que la performance, c'est une masterclass et il montre une progression à chaque combat. C'est fou et tu as l'impression que le gars, il est imprenable. Honnêtement, je veux pas trop le hyper derrière, voilà, une mauvaise performance. Je dis non, en fait, c'était pas ça. Vraiment, le ressenti que j'ai à froid avec du recul, il a vraiment une progression de ouf. Et il y a même un moment donné, en fait, tu sais, il se fait emmener au sol dans le deuxième round, il me semble. Et la manière dont il recompose, tu sais, il va directement chercher le underhook en demi-garde, il va chercher une papillon, boum, il se Papillon. relève. Je te jure, c'est très, très, très technique et très beau à voir. Et franchement, j'ai rien à dire. En plus, le call-out à la fin, s'il est fou, je vais te laisser t'exprimer, Mika, sur ce combat. Bah, en vrai, ouais, moi, voilà, je l'ai dit, hein, depuis Bon Film, bah, voilà, T'es dans le j'ai train. vu un autre, ouais, je suis dans le train, comme il dit Aldric. Je suis monté dans le train et je l'avais dit là, face à Bon Film, je pense que c'est très difficile aujourd'hui de parier contre Benoît Saint-Denis parce que même dans ses interviews, tu vois qu'il est déterminé, il croit en ce qu'il fait et c'est surtout que, en fait, tu vois qu'il met en place de lui un écosystème pour que ça marche. Le gars, faut quand même pas oublier, il est venu à Paris avec rien. Ils ont créé une salle qui partait de rien. Ensuite, il est parti à Bayonne s'installer et en fait, il fait tout son training camp là-bas maintenant. Et carrément, c'est les sparring parisiens qui vont à Bayonne. Je sais pas si vous vous rendez compte. Ouais. Ça veut dire qu'il crée une équipe autour de lui, chez lui, dans la campagne. Et en fait, ouais, il sait où il va. Il a l'intelligence de construire avec des gens, je pense, en qui il a confiance. Et même si ça paraît fou les call-outs qu'il fait aujourd'hui, eh ben, j'y crois de plus en plus. Franchement, j'y crois Ouais, de plus en plus. c'est, Parce c'est... que autant, tu vois, j'avais dit que Bon Film, c'était un peu dur, mais je peux vous assurer que Thiago Moïse, c'est pour moi mais 2 fois plus dur que Bon Film. Et quand tu vois ce qu'il lui a fait, franchement, les gars, c'est... Ouais, même franchement, il excelle au Benoît au cache contrôle, hein. Même la manière dont Oh, il prend le dos, c'est très mais propre. Et il a mis c'est son d'ailleurs, je voyais. genou. C'est dans des détails. Il met son genou, il condamne la bras, parce que ça, vous l'avez pas beaucoup vu, mais il vient avec sa main récupérer le poignet, il met les frappes. Et en fait, il a pesé sur son adversaire. Et son adversaire, à la fin, il restait 20 secondes. En fait, il a abandonné. Il a abandonné de fatigue, d'usure et de Mais pression. déjà dans le premier round, tu vois, hein, quand il va voir son coin, tu vois qu'il est. Il Non, est mais mort. franchement, j'ai rien à dire. En fait, en tout cas, moi, quand je prends du recul, je crois que c'est la première fois que je vois un Français autant performer comme ça au plus haut niveau. En plus, on le dit souvent, hein. Bon, on sait qu'on a Cyril, on a Manon qui est actuellement qui titille le plus haut niveau, mais la catégorie des lightweights, c'est la catégorie de la mort.
Là, il y a des Ah ouais. anciens, il y a des nouveaux, et c'est du premier au 15e, t'as que des cracks limite, tu vois. Et Ah, pour moi, là, franchement, aujourd'hui, il y a 5 Français. Alors, je m'excuse si j'en oublie, mais il y en a vraiment 5 aujourd'hui qui, au plus haut niveau, ont performé. On a Cyril Gann, on a Nassour, on a Mano Furo, on a Benoît Saint-Denis, on a Saladin Parnasse. Maintenant, quid sur ce que va faire, Mika, comment ça s'appelle? tu, Quid de ce que va faire, quid de ce que va faire Abdoul au PFL? Mais pour moi, voilà, c'est les 5, 6 Français qui représentent aujourd'hui la France à son meilleur niveau. ouais, donc non, franchement, j'ai même pas grand-chose à dire. Franchement, une performance. En plus, il y a l'engouement du public derrière. Il a vraiment son personnage. Il a vraiment son personnage naturel en plus. Il joue pas de rôle. Et le calotte à la fin, après, honnêtement, j'ai pas bien entendu. Enfin, j'ai pas bien compris avec le bruit. Je sais pas si t'as. J'ai entendu en gros qu'il voulait le perdant de Gambrot et Tsaroukian. Et je crois il a cité d'autres noms. Mais j'avais du mal à entendre avec la foule et avec le bruit. Moi, de ce que j'ai compris, ouais, il veut le Gamrot Tsarukian, il veut combattre l'un des deux. Il a dit ensuite, derrière, je vais chercher la ceinture des BMF. Et derrière, je Ah vais ouais, chercher la vraie, contre ouais, Gaethje. contre Gage. Et ensuite, il a dit, derrière, je vais chercher la ceinture UFC. Ça veut dire, lui, dans sa tête, c'est tout droit. C'est ça, mais j'en suis sûr que si, tu sais, la Guédion, on le voit un petit peu en mode 2.0, tu sais, il est moins fougueux, mais j'en suis sûr que s'il devait croiser le fer avec Benoît, il va mettre la stratégie de côté. D'ailleurs, les deux vont mettre la stratégie de côté, ça va vraiment aller à la castagne. En tout cas, Non, mais félicitations. le pire, c'est que tu m'aurais dit il y a un an, Stanley Gage, je t'aurais dit, ouais, abuse pas. Et plus ça va, plus je me dis, mais je te jure, en fait, je me dis, c'est possible, tu vois. Et tu sais, Vraiment, je me dis, c'est possible. ouais, il a une faculté à boxer et à transitionner, mais d'une manière, tu sais, il gère bien le timing, tu vois. Il va boxer, il va lutter. De ouf. La lutte, elle va pas passer, il va relâcher, il va reboxer. Dès qu'il voit qu'il est un petit peu en danger en lutte, il va rentrer les body locks, il va faire du cash control. C'est vraiment Non, du mais MMA. Et c'est un pur produit MMA d'ailleurs, Benoît, hein. Pour rappel, il a commencé le MMA il y a 5 ans avec Daniel Warin. Et tu vois, franchement, ça porte ses fruits. Donc félicitations à lui et hâte de voir la suite. Franchement, hâte de voir la ah suite. non, ouais. Dites-nous Et il contre a qui vous aimeriez le voir. Ouais. c'est ce que on a oublié de dire, mais Morgan Charrière performance et c'est logique parce qu'il a été ultra agressif. Et Benoît, c'est le fight of the night. Et c'est normal parce que quand tu vois ce qu'il a fait, c'est tout bonnement incroyable. D'ailleurs, non, contre Ismaël Bonfim, il l'a pas eu, mais en tout cas, contre l'NR, contre Miranda, là, il avait eu aussi il avait eu les filles qui disent, là, comme ils disent. Mais en tout cas, Ouais. voilà, c'est très fort. Et invaincu chez les lightweight, hein. C'est ça qui est Ouais, mais ouf c'est vrai, aussi. mais même, puis même, tu sais, son premier combat contre Elise, moi, honnêtement, je le compte même pas comme une défaite, là, actuellement, parce que, bon, derrière, welterweight, short notice, et en plus de ça, on apprend que l'autre, il est dopé. Mais Ouais, bon, mais il était dopé, mais pas pour le combat. Mais je suis d'accord avec ok. toi que c'est une défaite en carrière qui, quand tu regardes le contexte, quand tu vois derrière les 4 victoires, tu vois derrière Sanny. Après, il a un palmarès, Sanny, hein, qui parle pour Ah lui. oui, C'est tout simplement, mais c'est 12 victoires, 12 avant à la limite. Et depuis qu'il est à l'UFC, chez les lightweight, ça termine au deuxième round, grand maximum. Donc, non, il fait le taf. Franchement, il fait le taf. Il n'y a rien à dire. c'est vrai, c'est vrai. On avait en co-main event, comme je disais, le main event du peuple, Manon Fo contre Rose Namajunas. Déjà, pour parler, enfin, avant de parler de la performance, on a quand même une Française qui vient de battre une ancienne championne de l'UFC. Ah, et c'était pas qu'une seule championne, elle a été plusieurs fois championne, Rosana Majunas, avec des défenses de titre. Donc, franchement, chapeau à elle et à son équipe, à André Casata. Franchement, c'est fort, c'est très très fort. Maintenant, est-ce que ça va la qualifier pour le titre ou pas? Mika, on va revenir sur la performance. Juste, Ouais. donc, Mika, je disais, là, c'est fort ce que Manon vient de faire quand même, battre l'ancienne championne. Maintenant, est-ce que la performance a été suffisante pour la mener au titre? C'est-à-dire prendre la, la gagnante du prochain combat entre Valentina et Grasso. Qu'est-ce que tu en as pensé de la performance de Manon Fiorot? Bah, performance main de maître, hein, combat géré par une main de maître. Pour moi, Rose Namajunas, elle a jamais mis en danger Manon Fiorot. Pour moi, on est sur un 30-27, décision unanime. Voilà, après, on parle de Rose, hein, les gars. Rose Namajunas, ça a été la championne,
c'est la championne de la catégorie, enfin même pas, Inférieur, ouais. c'est la numéro 2 de la catégorie strawweight, c'était la championne. Elle est numéro 4 pound for pound chez les féminines. Rose, c'est la seule fille qui a réussi à battre Zangweli à 2 reprises. Elle l'a mis KO. Rose, elle a aussi mis KO Johanna. Bah voilà, là, elle s'est fait rouler par Manon. On a vu qu'il y avait une différence de physique déjà. Je pense que la KT de Rose, c'est vraiment pas celle de Manon, mais c'est surtout que Manon, elle est extra physique et elle était beaucoup trop lourde ou lourde, elle était beaucoup trop puissante, en tout cas pour Rose Namajunas. Elle a rien pu faire, Rose Namajunas. Après, j'aurais aimé que Manon peut-être elle mette plus de volume, etc. Mais c'était aussi un combat de reprise. Un combat de retour, ouais. Et ouais, c'était son premier combat de retour depuis l'opération. Ça faisait quasiment un an qu'elle n'avait pas combattu. C'était son premier combat devant le public parisien, enfin le public français. Bah franchement, c'était un combat en jeu parce qu'on savait que ça ouvrait les portes pour le titre. Derrière, pour moi, quand j'ai vu la victoire de Blanchfield, comment dirais-je, la semaine dernière, Contre Taylor Santos. ouais, contre Tayla Santos, ils ont replacé Blanchfield devant Manon Fiorot au classement, mais avec la victoire d'aujourd'hui de Manon, pour moi, elle repasse devant Blanchfield. Franchement, il y a même pas photo. Pour moi, la prétendante au titre, ça doit être Manon Fiorot. Maintenant, s'ils doivent faire un combat, une sorte de demi-finale entre Blanchfield et Fiorot, franchement, je suis pas très inquiet quand je vois ce que Manon Fiorot, elle a fait comment dire, à Rose Namajunas ce soir. Maintenant, moi, je vois encore plus loin, tu vois. Moi, je vois directement, plutôt que d'analyser le combat contre Namajuna, j'ai envie de me dire, ouais, est-ce que la Manon qu'on a vue hier soir, elle est capable de faire un synchrone avec Shevchenko ou avec Grasso? Et voilà, et le niveau, on le voit, il est extrêmement serré, ça va être dur, parce que pour moi, Shevchenko et Grasso, c'est un cran au-dessus de Namajunas, et il faudra que Manon, soit aussi un petit cran au-dessus pour aller chercher cette ceinture, mais j'y crois dur comme fer. Je pense qu'elle peut le faire. Ouais, ouais, effectivement, elle l'a dit au micro à la fin. En tout cas, j'apprécie réellement les walkouts, les entrées de Manon sur du ROF, sur du ROH2F. J'apprécie vraiment. Ouais, elle a mis à l'honneur le 94. Exactement. Mais ouais, en tout cas, c'est ça. C'était. Après, moi j'ai eu des petites frayeurs. Et j'avais même oublié que Rose, elle avait des très, très belles jambes. C'est-à-dire, elle envoyait elle pouvait quand même surprendre au début ce qu'elle a fait. Après, j'ai l'impression que maintenant, elle a eu du mal à trouver sa distance de boxe. Et le sidekick qu'il envoie au premier round, Rose, j'ai l'impression que ça l'a perturbé Manon parce que c'est la spécialité de Manon. Et Rose, elle envoie dès le début du premier round, tu sais, en mode, tu sais, moi aussi, je le maîtrise, ce kick. Et j'ai l'impression qu'elle avait un petit peu du mal à trouver, euh, à trouver sa distance en boxe. Après, sur les défenses de lui, rien à dire. Et même à certains moments, quand Manon, elle accélère et qu'elle qu'elle boxe contre Rose et que Rose qui est contre la cage, tu sens que Rose, elle est dangereuse à tout moment, quand même, tu vois. Ouais, même sur son hypercut, comme tu l'as dit sur le high kick, tu vois, ça me faisait penser à la chinoise à un moment donné ouais, sa jambe arrière, elle était en position jambe arrière. Elle l'a balancé rapidement, mais après, elle avait quand même les mains hautes, Rose. Euh, Manon, moi, ce que j'ai kiffé chez Manon, c'est à chaque fois qu'il y avait une sorte de tentative d'amener au sol ou une volonté de venir coller Manon, à chaque fois, elle met les bras en opposition et elle se contente pas de juste mettre de la distance. Ensuite, elle fait un pivot avec son bassin. Ça veut dire qu'elle désaxe en fait par rapport à l'attaque de son adversaire. Et là, elle est archi dangereuse quand elle est comme ça. Et je sais pas si tu as Excellent. vu, Ouais. quand Rose, elle a attrapé la jambe et à un moment, elle s'est débattue, tout de suite, elle est revenue aussi agresser direct, tout de suite en boxe, un peu comme Johanna le faisait à l'époque. Donc, Ouais, Mika, non, c'est non, c'est- franchement, c'est bien c'est que des tu bonnes précises choses. ce détail technique parce que justement, on va venir au main event Cyril gagne contre Sergei Spivak et on voulait tous voir où on était Cyril. Et avant de revenir sur la performance, à un moment donné, quand il y a une tentative de single leg, tu vois que Cyril, il défend, il met les mains en position, il met un barrage, mais il fait pas le pivot. C'est-à-dire qu'il va contre la cage. Et à ce moment-là, il y a un petit danger. Tu as vu que c'est Sergei Spivak qui a failli lui saisir la single leg, mais excellente défense de Cyril qui a su se proler. Donc, Mika, pour revenir un petit peu sur la globalité du combat, Cyril qui bat Sergei Spivak, sans surprise, honnêtement. Après, j'ai été un petit peu déçu de la performance de Spivak. J'aurais voulu qu'il soit un peu plus au rendez-vous, mais Cyril, il a vraiment montré qu'il était au-dessus. Il a vraiment montré qu'il était au-dessus, sans surprise, en tout cas pour ma part. C'était KO au deuxième round. Donc maintenant, la suite risque de se compliquer un peu plus. Cyril, derrière, il a demandé la ceinture. Mais est-ce que c'est suffisant de battre le septième du classement et ensuite demander la ceinture, Mika?
Non, je pense, bah, on le sait tous que lui, il dit que en gros, c'est le numéro 2, il va aller chercher la ceinture. Je pense que le combat qui va être pour Cyril, là, en gros, moi, ce que j'ai compris, pour être honnête, c'est il y a clairement un Aspinal qui a défié Cyril Gann. Voilà. Un call-out de la part d'Aspinal sur Cyril Gann. Moi, ce que j'ai senti dans ce que Cyril dit, il dit, moi, je regarde pas ce qui se passe derrière, je regarde ce qui se passe devant. Moi, je veux aller chercher la ceinture. Donc, en gros, il dit à Aspinal, t'es bien gentil, mais t'es derrière moi. Et je pense qu'aujourd'hui, Cyril, il préfère aller affronter un Pavlovich que d'aller affronter Aspinal. Et, euh, et on va dire que d'un point de vue sportif, c'est logique. Du point de vue ce que le public a envie de voir, on a envie de voir Aspinal contre Gann, ouais, contre Gann. Et maintenant, lui, il sait très bien que il pourra pas gérer, il se sent peut-être pas de gérer Aspinal tout de suite. Et je pense qu'il se dit que Pavlovich est un moins gros risque. Et donc, il préfère dire, ouais, je vais aller avant et je vais aller chercher ce qui se fait le mieux. Donc voilà, moi c'est comme ça que je le ressens. En tout cas, c'est clairement battre Spivak n'est pas suffisant pour aller chercher le titre. Donc il aura encore des combats à faire. Maintenant, est-ce que ça sera contre Aspinal? Est-ce que ça sera contre Pavlovich? Est-ce que ça sera contre Blade ou Almeida? Bon, Almeida, il est un peu hors course, mais il y a Blade. Si Blade gagne contre Pavlovich, ou je sais plus c'est qui combat, si c'est ça. T'entends plus, Evie? Ah oui, excuse-moi, j'avais coupé le son pour Là, éviter. c'est bon. Non, en fait, c'est Curtis Blade contre Jailton Almeida Voilà, qui va bah, se faire tu là. vois, Et tu je vois ça pense. contre Volkov. Mais bon, ils sont un peu plus loin. Ouais, tu vois, Zavolkov, en plus, les deux, il les a battus, ça n'a pas de sens. Mais Mais Aspinall, voilà, il a après, dit que. ouais, attends, pour revenir sur le combat, en tout cas, Spivak Gann, bah, franchement, c'est un peu sans surprise, j'ai envie de dire. On s'est tous posé la question, puisqu'on avait en image, oui, John Jones qui a roulé un peu sur Cyril Gann. Mais je l'avais dit, quand tu faisais l'historique de la carrière de Cyril Gann, fallait quand même pas oublier tout ce qu'il avait fait. Et je l'avais dit, je pensais que ça allait être une masterclass de Cyril. Et le pire, c'est que j'ai l'impression que c'est sans forcer. Ça veut dire il l'a fait genre en mode sparring. Ouais. Et il est quand même venu récupérer un chèque de 300 et quelques mille euros. Et Ça, franchement, Cyril? ouais, Cyril, parce Ok, qu'il y a les lui. salaires qui ont été dévoilés. Ok, d'accord. Il a pas, tu vois, il a pas souffert. Ça a été facile. Et on a bien vu que Spivak, et c'est là où on voit que la KT, il y a vraiment une diff entre ceux qui sont vraiment les prétendants au titre et les autres. Spivak, il était largement en dessous. Et clairement, je suis d'accord avec toi. Ce qui est décevant, c'est que la seule chance de Spivak de gagner, on le savait, c'était d'aller coller et d'aller essayer de casser la distance. Et il l'a pas fait. Et en fait, c'était la pire stratégie à faire, c'était d'essayer de rester à distance avec Cyril parce qu'il allait se faire user. Et voilà, après, ce qu'on peut apprécier dans le combat aussi, c'est que Cyril, maintenant, il met moins de temps pour finir ses combats. Ça veut dire que son travail de destruction, il va plus vite. Ça aussi, c'est une bonne chose. Et peut-être le sprawl. Il y a eu un beau sprawl à un moment donné. On peut noter que voilà, après, encore une fois, je le dis, hein, Spivak, c'est plus un judoka, c'est pas un mec qui vient chercher les doubles, etc. Quand même, Mais hein, en tout cas, Mika, hein, il fait beaucoup de double, il remonte en bodylock et tout. ouais, ouais, mais Et même le là, sprawl, en tout il cas, il a était su rien bien. faire. Non, non, franchement, Ouais. la défense de Cyril, là, magnifique. Il a sprawlé. Ça veut dire que Spivak, il se retrouve en dessous. Donc, vraiment, une position super compliquée. En plus, derrière, il se relève, il prend le dos. Rien à dire. Franchement, rien à dire. Ah, on est d'accord. Mais voilà, Franchement, en on est tout d'accord. cas, à voir pour la suite. Mickey, on a fait le tour. C'était un épisode exclusivement sur le débrief de l'UFC Paris. On se reverra peut-être cette semaine avec un invité si on peut avoir des acteurs enfin des combattants de l'UFC Paris. Si on même on peut avoir Aldric pour revenir sur la performance de Manon, la suite, leur ressenti, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Mika, c'est tout pour nous. Partagez, commentez. Ouais, on va faire une petite session propagande. On va faire une session promotion du Mika Lake Bishop parce qu'on a sorti les croustilles quand même. Bah oui, il faut Et le remercier. ouais, on mérite là, tous les combattants, on va leur demander un max de partage et j'espère que ça va faire le taf. En Effectivement. tout En cas, plus, là, normalement, on félicitations. s'améliore là, sur le son et la qualité d'image. Clairement, la qualité d'image pour toi elle est incroyable et le son aussi, c'est mieux. Et ouais, pour revenir à, comment dirais-je, en tout cas à l'event, félicitations aux Français, félicitations au Management Factory et à la BTT surtout, qu'on 3-1, je crois, pour la BTT, 2-0 pour le Bah, il y avait juste Factory, deux combattants du Factory et quatre combattants de la BTT, Nora, Yanis, BSD, Benoît Benassani et et Gemouri, Nora. Nora, Sani et Charia.
Et Morgan Charrière, c'est ça. Voilà. Et bravo à l'US Metro 2-0 pour les teams. Factory, bah aussi 2-0. BSD, bravo. Nora, Le bravo. MMA Bah, français, tout simplement, Mika. ouais, mais même l'US Metro, c'est comme ils ont aujourd'hui, ça fait même pas 6 mois qu'ils ont ouvert. Ils ont déjà Et beau, encore, ouais. ils ont pas été formés là-bas. Mais Johnny, ça fait longtemps qu'il suit Morgan Charrière. Il connaît Taylor depuis Grigny, donc ils se connaissent très bien. Ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, ça fait plaisir et voilà, on a hâte de revoir tout ça et on est plutôt content et satisfait. Et pour tous ceux qui disaient que forcément, l'événement, il y aurait pas forcément la même ambiance et tout, je t'avais dit, hein. Après, il y a eu des moments de creux quand même dans la salle. Il y a eu des combats, notamment le combat de Gomis contre Gemuri qui a un peu éteint la salle. Mais le combat de BSD, de Taylor, Bah, de t'es- Manon, ouais. de tout ça, c'était incroyable. Bah, regarde, pour ceux qui n'y étaient pas, je vais le faire vraiment. Je mets des petits extraits de vidéo là, quand il y avait la Marseillaise, quand il y avait les entrées et tout. C'était vraiment fou. En tout cas, on Ouais, a passé un bel événement. Et encore félicitations à tous les participants de la carte. En espérant qu'il y ait d'autres UFC numérotés cette fois-ci à Paris bah, et en France tout simplement. Et les mains français se portent au mieux, donc ça fait plaisir. exactement. Et puis si Manon a fait la ceinture, je pense que on aura effectivement, et peut-être que si Cyril aussi gagne son prochain combat, il peut avoir une chance de la ceinture. Donc voilà, c'est cool. Et puis le prochain Français à évoluer à l'UFC, c'est Nassour. Donc tous derrière lui. Et je pensais franchement que le combat contre son compatriote, il allait pas se faire parce qu'il a pas communiqué sur les réseaux. Et en interview, il disait qu'il allait combattre et que son compatriote ou pas, bah, ça changeait pas grand-chose. Pourtant, j'étais persuadé que le combat, il allait pas se faire. Comme ni l'un ni l'autre, ils ont communiqué sur l'affiche, je pensais que Ouais. le combat, il se serait pas fait, mais en Ouais, il y a eu des conférence, discussions quand même, en fait, je pense. Enfin, je le dis en off du côté bah, entre eux, tu sais, entre compatriotes caucasiens. Mais en tout cas, là, pour le moment, le combat, il va se faire. Après, sur la suite, je ne sais pas. ok, Mika, bon, bah voilà, c'est tout c'est pour bon. nous. Merci à tous. Bah, ciao, ciao.